Deuxième partie, l'agent du 8. Prologue. Le disque monde offre des panoramas beaucoup plus impressionnants que ceux qu'on trouve dans des univers dus à des créateurs moins imaginatifs, mais techniquement plus doués. Le soleil du disque n'est peut-être qu'une petite lune en orbite dont les éruptions dépassent à peine la hauteur d'arceaux de croquet, mais ce défaut mineur ne compte guère auprès du spectacle prodigieux de la grande tortue Hatwin, dont, finalement, la carapace antique et criblée de météores supporte le disque. Parfois, durant sa lente progression sur les rivages de l'infini, elle tourne sa tête grande comme un continent pour happer une comète de passage. Mais le panorama sans doute le plus impressionnant, peut-être parce que la plupart des cerveaux, devant le simple gigantisme galactique d'Hatwin, refusent d'y croire, c'est la cataracte sans fin, où les mers du disque déferlent continuellement par-dessus le rebord pour se jeter dans l'espace. Ou alors l'arc-en-bord, l'arc-en-ciel de 8 couleurs qui ceinture le disque, suspendu d'un air saturé de brume au-dessus de la cataracte. La 8e couleur, c'est l'octarine, due à la dispersion d'une lumière solaire intense sur un champ magique puissant. À moins, en fin de compte, que le spectacle le plus impressionnant, ce soit le moyeu. Là, une aiguille de glace verte haute de 15 kilomètres s'élance à travers les nuages et supporte à son sommet le royaume de Dumanifestine, le séjour des dieux du disque. Les dieux en question, malgré la splendeur du monde sous leurs pieds, sont rarement satisfaits. Il est gênant de se savoir dieu d'un monde qui existe seulement parce que toute courbe d'improbabilité doit bien s'arrêter quelque part. Surtout quand on a l'occasion de jeter des coups d'œil dans d'autres dimensions, sur des mondes dont les créateurs étaient moins imaginatifs que techniquement doués. Pas étonnant, dans ces conditions, que les dieux du disque consacrent davantage de temps au chamaillerie qu'à l'omniscience. Ce jour-là, Io l'aveugle, chef des dieux à force de vigilance constante, était assis, le menton dans la main, et considérait le plateau de jeu sur la table de marbre rouge devant lui. Il devait son nom à une particularité. Là où auraient dû se trouver ses orbites, il n'y avait rien d'autre que 2 surfaces de peau nue. Ses yeux, qu'il possédait en nombre impressionnant, menaient une existence semi-indépendante. Plusieurs d'entre eux flottaient pour l'heure au-dessus de la table. Le plateau de jeu représentait une carte du disque monde soigneusement sculptée, divisée en cases dessinées par-dessus. Des figurines joliment exécutées occupaient certaines de ces cases. Un observateur humain aurait, par exemple, reconnu dans 2 d'entre elles Braft et la Fouine. D'autres encore personnifiaient des héros et des champions dont le disque avait une provision plus que suffisante. Restait en jeu Io, aux fleurs le dieu crocodile, Zéphyr le dieu des brises légères, le destin et la dame. Une atmosphère de concentration baignait le plateau maintenant qu'on avait sorti le moins bon joueur de la partie. Le hasard avait été dans les premiers éliminés. Il avait précipité son héros dans une pleine maison de gnolls armés, résultat d'un heureux coup de dé d'Aufleur, et peu après, la nuit avait encaissé ses jetons, prétextant un rendez-vous avec la fatalité. Plusieurs divinités mineures s'étaient nonchalamment rapprochées et regardaient par-dessus les épaules des joueurs. On avait lancé des paris que la dame serait la prochaine à quitter la table. Son dernier champion à peu près valable n'était plus qu'une pincée de potasse dans les ruines encore fumantes d'Ankh-Morpork, et il ne lui restait plus guère de pièces dignes d'une promotion en première ligne. Io l'aveugle saisit le cornet, un crâne dont on avait bouché les orifices avec des rubis, et,
plusieurs de ses globes oculaires fixés sur la dame, il fit un triple 5. Elle sourit. C'était dans la nature des yeux de la dame, d'un vert brillant, sans iris ni pupille. Il luisait de l'intérieur. Le silence se fit dans la salle lorsqu'elle fouilla dans sa boîte de pièces et qu'elle en tira 2 du fin fond, qu'elle posa sur le plateau avec un claquement sans appel. Les autres joueurs, comme un seul dieu, tendirent le cou en avant pour les examiner. Un mave Weniga et une FPF d'employé de bureau, dit Offleur, le dieu crocodile, handicapé comme toujours par ses défenses. Enfin alors. D'une griffe, il poussa une pile de jetons blancs comme de l'os au milieu de la table. La dame eut un léger hochement de tête. Elle prit le cornet qu'elle tint avec la fermeté d'un roc. Et pourtant les dieux entendaient les dés s'entrechoquer à l'intérieur. Puis elle les envoyait rouler sur la table. Un 6, un 3, un 5. Il se passait toutefois quelque chose avec le 5. Sous le coup de la collision fortuite de plusieurs milliards de molécules, le dé se redressa sur un angle, tourna doucement sur lui-même et retomba pour donner un 7. Io l'aveugle saisit le dé et en compta les faces. « Allez, dit-il d'une voix lasse, arrête de tricher. » La route qui conduit d'Ankh-Morpork à Schirm serpente, toute blanche, en altitude. Ruban de 30 lieues parsemé de nids de poules et de rochers à demi enfuis qui s'enroulent autour des montagnes, plonge dans des vallées vertes et fraîches de citronniers, franchit des gorges envahies de lianes sur des ponts de cordes grinçants, et s'avère dans l'ensemble plus pittoresque que franchement utile. Pittoresque. Un mot nouveau pour le mage Rincevent. Diplôme de magie, université de l'invisible, recalé. Un parmi tous ceux qu'il avait appris depuis son départ des décombres calcinés d'Ankh-Morpork. Désuet en était un autre. Pittoresque voulait dire, avait-il conclu après une observation minutieuse du paysage qui poussait de fleurs à employer cet adjectif, que le coin était horriblement vertigineux. Désuet, employé pour qualifier un village qu'il leur arrivait de traverser, voulait dire ravagé par les fièvres et en ruine. De Fleur était un touriste, le premier jamais vu sur le disque monde. Touriste, avait conclu Rincevent, voulait dire idiot. Tandis qu'il chevauchait tranquillement dans l'air embaumant le thym et bruissant d'abeilles, Rincevent médita sur les événements des derniers jours. Tout cinglé que fut à l'évidence le petit étranger, il était par ailleurs généreux, et nettement moins mortel que la moitié des gens que Rincevent avait fréquentés en ville. Le mage l'aimait plutôt bien. Le contraire aurait équivalu à donner un coup de pied à un chiot. Pour l'instant, De Fleur manifestait un grand intérêt pour la théorie et la pratique de la magie. Tout ça me semble, plutôt inutile, dit-il. J'ai toujours cru, vous voyez, qu'un mage n'avait qu'à prononcer une formule magique, et puis voilà, sans tout ce par cœur assommant. Rincevent en convint, l'air maussade. Il essaya d'expliquer que la magie avait autrefois existé sous une forme plus sauvage et anarchique, mais que, dans la nuit des temps, les anciens l'avaient domestiquée et soumise, entre autres choses, à la loi de la conservation de la réalité, laquelle loi exigeait que l'effort nécessaire pour obtenir un résultat reste le même quels que soient les moyens mis en œuvre. Ce qui signifiait en termes concrets qu'il était relativement facile de créer l'illusion, disons, d'un verre de vin, puisqu'il suffisait de modifier subtilement les jeux de la lumière. D'un autre côté, soulever un véritable verre de vin d'1 mètre ou 2 dans les airs par la seule énergie mentale requérait plusieurs heures de préparation méthodique si le mage voulait éviter que le simple principe du levier ne lui expulse la cervelle par les oreilles.
Il poursuivit en ajoutant qu'on trouvait encore la magie ancienne à l'état brut, reconnaissable, pour un œil initié, à la trace octuple qu'elle laissait dans la structure cristalline de l'espace-temps. Il y avait par exemple un métal, l'octefer, et un gaz, l'octygène. Tous deux émettaient quantité de radiations dangereuses d'enchantement brut. Tout ça, c'est très déprimant, conclut-il. Déprimant. Rincevant se retourna sur sa selle et lança un coup d'œil au bagage de deux fleurs, qui suivait présentement d'un pas tranquille sur ses petites jambes et claquait de temps en temps du couvercle pour attraper des papillons. Le mage soupira. Rincevant pense qu'il devrait pouvoir domestiquer la foudre, dit le diablotin imagier qui observait la scène depuis le seuil de la toute petite porte de la boîte pendue au cou de deux fleurs. Il avait passé la matinée à peindre des paysages pittoresques et des décors désuets pour son maître qui lui avait accordé une pause pour fumer une pipe. Quand je dis domestiquer, je ne veux pas dire domestiquer, répliqua sèchement Rincevant. Je veux dire que je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver les mots. Je crois seulement que le monde devrait être, comme qui dirait, mieux organisé. Pas très réaliste comme idée, fit deux fleurs. Je sais. Tout le problème est là. Rincevant soupira encore une fois. C'était bien beau de parler de logique pure, de prétendre que la logique et l'harmonie des nombres régissaient l'univers. Mais la vérité vraie, c'était que le disque traversait manifestement l'espace sur le dos d'une tortue géante, et que les dieux avaient la manie de passer chez les athées pour casser les carreaux de leurs fenêtres. Il y eut un tout petit bruit, à peine plus fort que le bourdonnement des abeilles dans le romarin au bord de la route. Il avait une sonorité bizarrement osseuse, comme des crânes qu'on ferait rouler ou un cornet à dés qu'on agiterait. Rincevant regarda autour de lui. Personne en vue. Pour une raison inconnue, il s'en inquiéta. Une petite brise se leva, qui s'enfla et retomba le temps de quelques battements de cœur. Elle laissa le monde inchangé à quelques détails intéressants près. Au milieu de la route, par exemple, se dressait maintenant un troll des montagnes de 5 mètres. Il était extrêmement en colère. Ceci en partie parce que les trolls le sont la plupart du temps, mais par-dessus le marché, la téléportation aussi soudaine qu'instantanée qu'il venait de subir depuis sa tanière des monts Ramrork, à 5000 km de là et 1000 mètres plus près du bord, avait fait monter sa température interne à un niveau critique, conformément aux lois de la conservation de l'énergie. Il découvrit donc ses crocs et chargea. « Quelle étrange créature !» remarqua deux fleurs. « Elle est dangereuse ?» »« Seulement pour les gens !» cria Rincevant. Il tira son épée et, d'un simple mouvement souple du bras par en dessus, manqua complètement le troll. La lame s'enfonça dans la bruyère en bordure de piste. On entendit un tout petit bruit, comme un claquement de vieilles dents. L'épée cogna un rocher dissimulé dans la bruyère, dissimulé avec tant d'adresse, aurait estimé un observateur, que personne n'aurait soupçonné sa présence un instant plus tôt. Elle rejaillit dans un bond de saumon et, à mi-ricochet, plongea profondément dans la nuque grise du troll. La créature grogna. D'un grand coup de griffe, elle laboura le flanc de la monture de deux fleurs qui hennit, s'emballa et fonça parmi les arbres bordant le chemin. Le troll pivota sur lui-même et voulut attraper Rincevant. C'est alors que son système nerveux apathique l'informa qu'il était mort. Il parut surpris l'espace d'une seconde, puis il s'écroula et vola en gravillon. Les trolls étant des formes de vie siliceuses, leur corps retourne instantanément à l'état de cailloux à l'instant de leur trépas. Ah, songea Rincevant au moment où son cheval se cabrait de terreur. Il s'accrocha désespérément tandis que l'animal titubait sur deux pattes au milieu du chemin, puis, en hennissant, voltait et s'engouffrait au galop dans les bois. Le martèlement des sabots mourut peu à peu.
ne restèrent plus que le bourdonnement des abeilles et le bruissement intermittent des ailes de papillons. Il s'y mêlait aussi autre chose, un bruit bizarre sous le soleil éclatant du midi. On aurait cru entendre des dés. Rincevent. Les longues allées d'arbres répercutèrent en écho la voix de Deux Fleurs avant de la lui renvoyer, sans réponse. Il s'assit sur un rocher et se mit en devoir de réfléchir. Premièrement, il était perdu. C'était contrariant, mais il ne s'en inquiétait pas outre mesure. La forêt lui semblait plutôt intéressante. Elle devait abriter des elfes ou des gnomes, peut-être même les deux. Pour tout dire, 2 ou 3 fois, il avait cru apercevoir entre les branches des arbres d'étranges visages verts qu'il observait. Deux Fleurs avait toujours rêvé de voir un elfe. En réalité, ce qu'il voulait vraiment voir, c'était un dragon. Mais un elfe ferait l'affaire, ou un véritable gobelin. Son bagage avait disparu, et ça, c'était ennuyeux. Il commençait en plus à pleuvoir. Il se tortilla, mal à l'aise sur la pierre humide et tâcha de voir le bon côté des choses. Par exemple, durant sa course éperdue, son cheval emballé avait traversé des buissons et dérangé une ours et ses petits. Mais il avait pris le large avant que la bête ait pu réagir. Puis il avait soudain piétiné au galop les corps endormis d'une grosse meute de loups, et là encore, sa vitesse folle lui avait permis de laisser les jappements de rage loin derrière. Cependant, le jour s'avançait, et ce serait peut-être une bonne idée, songea Deux Fleurs, de ne pas traîner à découvert. Il trouverait peut-être un... Il se creusa la cervelle, s'efforça de se rappeler quel genre de gîte les forêts offraient traditionnellement. Peut-être une maison en pain d'épices, quelque chose dans ce goût-là. La pierre était vraiment inconfortable. Deux Fleurs baissa les yeux et, pour la première fois, remarqua l'étrange motif sculpté. On aurait dit une araignée, ou alors un calmar. La mousse et les lichens estompaient en partie les détails précis, mais non les runes gravées en dessous. Deux Fleurs les lut sans peine, et elle disait « Voyageurs, le temple accueillant de belles chamarottes se trouve à 1000 pas en direction du Moyeu. » Voilà une chose curieuse, s'aperçut le touriste. Il arrivait à lire le message alors que les lettres lui en étaient totalement inconnues. D'une façon ou d'une autre, l'information lui parvenait au cerveau sans l'astreinte fastidieuse de passer par les yeux. Il se leva et détacha d'un jeune arbre son cheval désormais docile. Il n'était pas sûr de la direction du Moyeu, mais il crut distinguer comme une vieille piste qui s'éloignait entre les arbres. Ce bel chamarotte semblait vouloir se donner du mal pour aider les voyageurs en perdition. N'importe comment, c'était ça ou les loups. Deux Fleurs hocha la tête d'un air décidé. Il est intéressant de noter que quelques heures plus tard, 2 loups qui suivaient la trace de Deux Fleurs arrivèrent dans la clairière. Leurs yeux verts tombèrent sur l'étrange motif octopode, qui pouvait effectivement représenter une araignée ou une pieuvre, voire autre chose résolument plus étrange. Et ils décidèrent qu'ils n'avaient pas si faim que ça, tout compte fait. À 5 kilomètres de là, un mage recalé pendait par les mains à une haute branche d'orme. C'était l'épilogue de 5 minutes d'activité frénétique. Tout d'abord, une ours furibarde avait déboulé des sous-bois et arraché la gorge de son cheval d'un seul coup de patte. Ensuite, alors qu'il fuyait le carnage, il avait fait irruption dans une clairière grouillante de loups enragés. Ses professeurs à l'université de l'Invisible, que désespérait son inaptitude à maîtriser la lévitation, auraient été étonnés de voir à quelle vitesse il atteignit l'arbre le plus proche et l'escalada sans donner l'impression de le toucher.
Il ne restait plus à présent que la question du serpent. Gros et vert, il s'approchait en s'enroulant autour de la branche avec une patience toute reptilienne. Rincevent se demanda s'il était venimeux. Puis il se réprimanda pour s'être posé une question aussi bête. Évidemment, tiens, qu'il était venimeux. « Pourquoi vous souriez ?» lança-t-il à la silhouette perchée sur la branche voisine. « C'est plus fort que moi, » répondit la mort. « Maintenant, aurais-tu l'obligeance de lâcher prise? Tu ne vas pas me laisser en suspens comme ça toute la journée. »« Je vais bien m'y laisser, moi, » répliqua Rincevent avec défi. Les loups rassemblés autour du pied de l'arbre, la tête levée, regardaient d'un œil intéressé leur prochain repas qui parlait tout seul. « Ça ne te fera pas mal, » dit la mort. Si les mots avaient eu du poids, une seule de ces phrases aurait suffi pour ancrer un navire. Les bras du mage lui hurlaient le martyre. Il jeta un regard mauvais à la silhouette légèrement transparente qui lui rappelait un vautour. « Pas mal, » dit-il. « Me faire déchiqueter par les loups, ça ne me fera pas mal. » Pas très loin, remarqua-t-il, une autre branche croisait la sienne qui s'amenuisait dangereusement. S'il arrivait seulement à l'atteindre. Il se balança vers l'avant, une main tendue. La branche qui pliait déjà ne cassa pas. Elle émit un petit bruit mouillé et se tordit. Rincevent se retrouva alors suspendu au bout d'une langue d'écorce et de fibres qui s'allongeait à mesure qu'elle se détachait de l'arbre. Il baissa les yeux et constata avec une espèce de satisfaction fataliste qu'il allait atterrir tout droit sur le plus gros des loups. Il se déplaçait lentement, tandis que l'écorce se décollait en une bande de plus en plus longue. Le serpent l'observait d'un air songeur. Mais la langue d'écorce tint bon. Rincevent commençait à se féliciter quand, levant la tête, il aperçut une chose qu'il n'avait pas remarquée jusque-là. Le plus gros nid de frelons qu'il avait jamais vu pendait en plein sur son trajet. Il ferma les yeux très fort. « Pourquoi le troll ?» se demanda-t-il. « Tout le reste, ça ne change pas de ma veine habituelle. Mais pourquoi le troll? Qu'est-ce qui se passe à la fin ?» Clic. On aurait dit une brindille qui se casse. Sauf que le bruit semblait naître dans la tête de Rincevent. Clic, clic. Et une brise qui ne faisait pas frémir la moindre feuille. Le nid de frelon fut arraché à la branche lorsque la langue d'écorce arriva à son niveau. Il passa à toute vitesse tout près de la tête du mage, qui le regarda rapetisser au fil de son plongeon vers le cercle de museau levé. Le cercle se referma soudain. Le cercle s'élargit, soudain. Le concert de jappements douloureux de la meute qui se démenait pour échapper à l'essaim furieux rebondit en écho parmi les arbres. Rincevent eut un grand sourire idiot. Le coude du mage cogna dans quelque chose, le tronc de l'arbre. La bande d'écorce l'avait amené directement à la naissance de la branche. Mais il n'y avait plus d'autres branches. L'écorce lisse sous son nez n'offrait aucune prise pour les mains. Elle offrait des mains, en revanche. Il venait d'en jaillir deux de l'écorce moussue près de lui. Des mains fines, vertes comme de jeunes feuilles. Suivit un bras joliment galbé. Puis la madriale se pencha complètement hors du tronc, empoigna fermement le mage stupéfait et, avec cette force végétale capable d'envoyer des racines fouiller la roche, l'attira dans l'arbre. L'écorce massive s'écarta comme une brume et se referma comme une huître. La mort observait, impassible. Il jeta un coup d'œil aux nuages d'éphémères qui se livraient à leurs danses joyeuses et zigzagantes près de son crâne. Il claqua des doigts. Les insectes s'abattirent en plein vol. Mais, quand même, ça n'était pas pareil. Yo l'aveugle poussa sa pile de jetons sur la table,
lança un regard noir par les yeux dont il disposait présentement dans la salle, et sortit à grands pas. Quelques demi-dieux gloussèrent. Auflair, lui, avait au moins pris la perte d'un excellent troll avec une bonne grâce solennelle, que reptilienne. Le dernier adversaire de la dame changea de siège pour s'installer en face d'elle, de l'autre côté du plateau de jeu. « Monseigneur, dit-elle poliment. « Madame, lui répondit-il. Leurs regards se croisèrent. C'était un dieu taciturne. On racontait qu'il était arrivé sur le disque monde à la suite d'un événement aussi terrible que mystérieux dans une autre éventualité. C'est bien sûr le privilège des dieux que de commander à leur apparence. Mais vis-à-vis des autres dieux, le destin du disque monde offrait actuellement l'aspect d'un homme affable entre deux âges, aux cheveux gris soigneusement peignés autour d'un visage auquel une jeune fille proposerait en toute confiance un verre de petite bière, s'il se présentait à la porte de derrière. Le visage d'un homme qu'un jeune homme prévenant aiderait avec plaisir à franchir une barrière. Si l'on acceptait les yeux, évidemment. Aucune divinité ne peut falsifier l'aspect ni la nature de ses yeux. Voici quelle était la nature des yeux du destin du disque monde. S'il paraissait à première vue tout bonnement sombre, un examen plus poussé révélait, trop tard, qu'il s'agissait de trouées ouvertes sur des ténèbres si lointaines, si profondes, que l'observateur se sentait irrésistiblement attiré dans les deux flaques de nuit infinies et leur horrible tourbillon d'étoiles. La dame toussa poliment et posa 21 jetons blancs sur la table. Puis elle tira de sa robe un nouveau jeton, argenté, translucide et 2 fois plus grand que les autres. L'âme d'un vrai héros trouve toujours un meilleur taux de change, et les dieux l'apprécient beaucoup. Le destin leva un sourcil. « Et on ne triche pas, madame, dit-il. »« Mais qui pourrait tricher avec le destin ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Personne. Tout le monde essaye. »« Quand même, j'ai eu l'impression que vous me donniez un petit coup de pouce contre les autres, non ? » ?»« Mais bien entendu. Ainsi la fin de partie sera plus agréable, madame. Et maintenant... » Il plongea la main dans sa boîte de pièces et en sortit une qu'il posa sur le plateau d'un air satisfait. Les divinités spectatrices poussèrent un soupir collectif. Même la dame en resta un instant toute déconcertée. À coup sûr, la pièce était laide. Le travail en était incertain, comme si les mains de l'artisan avaient tremblé d'horreur à mesure que la chose prenait forme sous ses doigts réticents. Elle avait l'air constituée uniquement de ventouses et de tentacules. Et de mandibules, nota la dame. Et d'un unique œil immense. Je croyais que ces semblables étaient morts au commencement des temps, dit-elle. Peut-être que même notre nécrotique ami répugnit à s'approcher de celui-ci, fit en riant le destin. Il s'amusait. Cette chose n'aurait jamais dû être engendrée. Et pourtant si, fit le destin, sentencieux. Il ramassa les dés dans leur cornet original, puis leva les yeux vers la dame. « À moins, ajouta-t-il, que vous ne souhaitiez abandonner. » Elle fit non de la tête. « Jouez, dit-elle. Vous pouvez égaler ma mise. Jouez. » Rincevent savait ce qu'on trouve à l'intérieur d'un arbre. Du bois, de la sève, peut-être des écureuils, où elle observait d'un air songeur. La salle était vaste, à la source. Par des arches cagneuses et noueuses. Et de l'extérieur, l'arbre avait paru parfaitement normal. Il a la hâte. Ce n'était qu'un accident. Je veux dire, il y avait des loups et... Il a Dryade d'une voix doucereuse. Une chance pour toi.
Et pour ton ami, peut-être? Mon ami? Le petit homme avec le coffre magique. Oh, lui, bien sûr, Dit vaguement Rincevin. ouais, j'espère qu'il va bien, Il a besoin de toi. comme d'habitude. Lui aussi, il a trouvé un arbre. Il a trouvé le temple de Belle Chamarotte. Rincevin s'étrangla avec son vin. Ses oreilles cherchèrent à lui rentrer dans la tête, épouvantées par les syllabes qu'elle venait d'entendre. Le mangeur d'âmes. Avant qu'il puisse les en empêcher, les souvenirs revinrent au galop. Un jour, à l'époque où il étudiait la magie pratique à l'université de l'invisible, il s'était glissé pour gagner un pari dans la petite salle annexe de la bibliothèque, celle dont les murs étaient garnis de pentagrammes protecteurs en plomb, celle que personne n'avait le droit d'occuper plus de 4 minutes et 32 secondes, chiffre fixé après 2 siècles d'expérimentation prudente. Avec de grandes précautions, il avait ouvert le livre enchaîné à son piédestal d'octefer, au centre du sol parsemé de runes. Non par peur qu'on le vole, mais de crainte qu'il ne s'échappe. Car c'était l'in octavo, tellement chargé de magie qu'il possédait confusément sa propre conscience. Un sortilège avait bel et bien bondi des pages crissantes pour se loger dans les recoins sombres de son cerveau. On savait qu'il s'agissait d'un des 8 grands sortilèges, mais nul ne saurait duquel jusqu'à ce qu'il le prononce. Même lui, Rincevin, l'ignorait. Mais il le sentait parfois se faufiler en douce hors de vue derrière son égo, attendant son heure. La couverture de l'in octavo s'ornait d'une représentation de Belle Chamarotte. Belle Chamarotte n'était pas le mal, car même le mal détient une certaine vitalité. Belle Chamarotte était le revers de la médaille, dont le bien et le mal n'occupent que l'avers. Le mangeur d'âmes. Son ombre se trouve à distance égale de 7 et de 9. Il est de 2 fois 4, cita Rincevin, l'esprit glacé de terreur. Non, non, il est où le temple? En direction du Moyeu, vers le centre de la forêt, répondit la dryade. Il est très ancien. Mais qui serait assez bête pour l'adorer lui? Je veux dire, des démons, d'accord, mais lui, c'est le mangeur d'âmes. Il y avait certains avantages. Et la race qui vivait jadis par ici avait des idées bizarres. Et alors, il lui est arrivé quoi à cette race? J'ai dit qui vivait jadis par ici. La dryade se leva et tendit la main. Viens, je m'appelle Druelae. Suis-moi, on va voir le sort de ton compagnon. Ça devrait être intéressant. Je ne suis pas sûre que... commença Rincevin. La dryade braqua ses yeux verts sur lui. Tu crois que tu as le choix? Un escalier tournant aussi large qu'une grande route montait dans l'arbre, flanqué de grandes salles à chaque palier. La lumière jaune d'origine inconnue était partout. On entendait aussi un bruit comme... Rincevin se concentra, essaya de l'identifier. Comme le tonnerre, ou une chute d'eau très loin. C'est l'arbre, expliqua la dryade laconique. Qu'est-ce qu'il fait? Voulut savoir Rincevin. Il vit. Je me posais la question. Je veux dire, on est vraiment dans un arbre? Est-ce qu'on m'a rapetissé? De dehors, il n'avait pas l'air épais. J'aurais pu l'encercler de mes bras. Non, il n'est pas épais. Mais ici, je suis à l'intérieur. Oui? Refit Rincevin. Druella se mit à rire. Je lis en toi, fromage à la noix. Ne suis-je pas une dryade? Ne sais-tu pas que ce que tu réduis au terme d'arbre n'est que l'équivalent quadridimensionnel de tout un univers multidimensionnel qui... Non. Visiblement, tu ne le sais pas.
J'aurais dû comprendre que tu n'étais pas un vrai mage quand j'ai remarqué que tu n'avais pas de bourdon. L'ai perdu dans un incendie, montit machinalement Rincevent. Pas de chapeau brodé de symboles magiques? Il s'est envolé. Pas d'animal familier? Il est mort. Écoutez, merci de m'avoir sauvé, mais si ça ne vous fait rien, je crois que je devrais me sauver à mon tour. Si vous pouviez m'indiquer la sortie. Quelque chose dans l'expression de Druella le fit se retourner. 3 dryades mâles se tenaient derrière lui. Ils étaient aussi nus que la femme et sans armes. Ce dernier point ne changeait rien, remarquez. Ils ne donnaient pas l'impression d'avoir besoin d'armes pour combattre Rincevent. Plutôt celle de pouvoir se frayer un chemin à coups d'épaule à travers de la roche massive et de passer à tabac un régiment de trolls par-dessus le marché. Les 3 géants magnifiques baissaient sur lui des yeux de bois chargés de menaces. Leur peau avait la couleur des écales de noisettes, et leurs muscles saillaient par en dessous comme des sacs de melon. Il refit face à Druella et lui lança un sourire piteux. La vie reprenait un tour familier. On ne m'a pas sauvé, hein, dit-il. On m'a capturé, c'est ça. Évidemment. Et vous n'allez pas me laisser partir. C'était une constatation. Druella répondit non de la tête. Tu as blessé l'arbre. Mais tu as de la chance. Ton ami, lui, va rencontrer Belle Chamarotte. Toi, tu vas seulement mourir. 2 mains lui saisirent les épaules par derrière, à la façon dont les vieilles racines d'arbres s'enroulent implacablement autour des cailloux. Avec une certaine pompe, bien sûr, poursuivit la dryade. Une fois que l'agent du 8 en aura fini avec ton ami. Tout ce que Rincevent parvint à dire, ce fut « Vous savez, je n'avais jamais pensé que ça existait des dryades mâles. Même pas dans les chênes. » Un des géants lui sourit. Druella eut un grognement méprisant. « Imbécile, ils viennent d'où les glands d'après toi ?» Il y avait un immense espace dégagé, une grande salle dont le plafond se perdait dans la brume dorée. L'escalier sans fin la traversait. Plusieurs centaines de dryades étaient rassemblées à l'autre bout de la salle. Elles se séparèrent respectueusement à l'approche de Druella et regardèrent sans le voir à travers Rincevent, qu'on poussait sans ménagement à sa suite. La plupart étaient des femelles, malgré la présence de quelques géants mâles parmi elles. Ils se dressaient comme des statues de divinités au milieu des femelles plus petites et intelligentes. Des insectes, songea Rincevent. L'arbre est comme une ruche. Mais pourquoi existait-il des dryades? Autant qu'il s'en souvenait, le peuple des arbres s'était éteint des siècles plus tôt. Les humains l'avaient supplanté au fil de l'évolution, comme ils avaient supplanté la majorité des autres espèces du crépuscule. Seuls les elfes et les trolls avaient survécu à l'arrivée de l'homme sur le disque monde. Les elfes, parce qu'ils étaient somme toute trop intelligents, et le peuple troll parce qu'il montrait au moins autant de disposition que l'homme pour la malveillance, la rancune et la cupidité. Les dryades étaient censées avoir disparu, au même titre que les gnomes et les lutins. Le grondement en fond sonore était ici plus fort. Parfois, une lueur dorée palpitante s'élevait à toute vitesse le long des parois translucides pour se perdre dans la brume au-dessus. Une quelconque puissance dans l'atmosphère la faisait vibrer. « Ô mage incompétent, dit Druella, contemple de la magie. Pas de ta magie domestiquée et sournoise, mais de la magie des racines et des ramures, de la magie ancienne, la magie sauvage. Regarde. » Une 50aine de femelles se rassemblèrent en un groupe compact, se donnèrent la main et reculèrent jusqu'à former un grand cercle. Le reste des dryades entonna une litanie en sourdine. Puis, sur un signe de tête de Druella, le cercle se mit à tourner dans le sens rétrograde.
alors que le rythme s'accélérait et que les lignes mélodiques complexes commençaient à monter en puissance. Rincevent se surprit à regarder avec fascination. Il avait entendu parler de la magie ancienne à l'université, bien qu'elle fût interdite aux mages. Il savait que si le cercle tournait assez vite en opposition avec le champ magique statique du disque-monde dans sa rotation lente, la friction astrale ainsi créée générerait une considérable différence potentielle qui se mettrait à la masse par une puissante décharge de la force magique élémentaire. Le cercle n'était maintenant plus qu'une masse indistincte, et les parois de l'arbre résonnaient des échos du chant. Rincevent sentit dans le cuir chevelu le fourmillement poisseux caractéristique qui dénonçait l'accumulation d'une charge massive de magie brute dans les environs. Aussi, ne fut-il pas autrement surpris lorsque, quelques secondes plus tard, un rayon de lumière octarine vive piqua du plafond invisible pour converger en crépitant au centre du cercle. Il y forma l'image d'une colline enceinte d'arbres, battue par la tempête, dont un temple occupait le sommet. Un temple qui produisait des effets déplaisants sur l'œil. S'il était dédié à Bel-Shammar, Rincevent le savait, il aurait 8 côtés. 8 était aussi le chiffre de Bel-Shammar, ce qui expliquait pourquoi tout mage doué de bon sens ne le prononçait jamais, s'il pouvait l'éviter. Sinon, vous serez gobé tout cru comme une douzaine d'huîtres, prévenait-on les apprentis en manière de plaisanterie. Bel-Shammar éprouvait une attirance toute particulière pour les amateurs de magie, lesquels, étant comme qui dirait des ramasseurs d'épaves sur les plages de la Normale, se trouvaient déjà à moitié pris dans ses filets. Le numéro de chambre de Rincevent à la résidence universitaire avait été le 7A. Ça ne l'avait pas étonné. La pluie ruisselait sur les flancs noirs du temple. Seul signe de vie, le cheval attaché au dehors. Et ce n'était pas celui de 2 fleurs. D'abord, il était trop grand. C'était un destrier blanc aux sabots larges comme des plats à viande et au harnais de cuir prétentieusement rehaussé d'or étincelant. Pour l'heure, les naseaux dans une musette, il mangeait de bon cœur. L'animal avait un air familier. Rincevent essaya de se rappeler où il l'avait vu. On le sentait capable de grande vitesse en tout cas. Vitesse, une fois atteinte, qu'il pouvait soutenir longtemps. Tout ce que Rincevent avait à faire, c'était se débarrasser de ses gardiens, sortir de l'arbre à coups de poing, trouver le temple et voler le cheval sous ce qui tenait lieu de nez à Bel-Shammar. L'agent dit 8 reçoit 2 invités à dîner, on dirait, fit Druelae en dévisageant Rincevent. À qui appartient cet étalon, faux mage? Aucune idée. Non? Bah, tant pis. On ne tardera pas à le savoir. Elle fit un signe de la main. Le champ de l'image se déplaça vers l'intérieur, plongea sous une grande arche octogonale et fila le long d'un couloir. Une silhouette s'y découpait. Elle se glissait à pas feutrés, le dos collé au mur. Rincevent saisit un reflet d'or et de bronze. Aucune erreur possible sur le personnage. Le mage l'avait vu souvent. Ce torse large, ce cou comme un tronc d'arbre, cette tête étonnamment petite sous sa tignasse noire et hirsute, comme une tomate posée sur un cercueil. Il pouvait mettre un nom sur cette silhouette qui s'avançait en tapis noir. Rhône le barbare. Rhône avait une des carrières de héros les plus longues de la mer circulaire. Tueur de dragons, pilleur de temples, mercenaire, talon ouvrier de toutes les bagarres de rue. Il était même capable, à la différence de nombreux héros que connaissait Rincevent, de prononcer des mots de plus de 2 syllabes, pour peu qu'on lui donne du temps et peut-être 1 ou 2 indices. Rincevent perçut un son, à la limite de l'audible.
On aurait dit des crânes dévalant les marches d'un lointain cachot. Il lança un coup d'œil en coin à ses gardes pour voir s'ils l'avaient entendu. Ils portaient toute leur attention limitée sur Rhûn, lequel, il faut le reconnaître, était bâti sur le même modèle qu'eux. Leurs mains reposaient légèrement sur les épaules du mage. Rincevent se baissa, se jeta en arrière comme un acrobate et se releva en courant. Il entendit Druella crier dans son dos et il redoubla de vitesse. Quelque chose saisit son capuchon qui se déchira. Une dryade mâle posée en haut de l'escalier écarta largement les bras et se fendit d'un sourire de bois à l'adresse du fuyard qui lui fonçait dessus. Sans ralentir, Rincevent se baissa encore, si bas que son menton se retrouva au niveau des genoux. Il tapa du pied avec irritation. « Ah bon ?» fit-il. « Ils ont la trouille, » avait-il conclu. « Je connais bien un sortilège, » fit-il d'une voix lasse. Oui, son sourire se figea. Les mains levées pour se protéger, elle recula, ramassée sur elle-même. Ça a-t-il fait? Quelque chose d'horrible apparemment. Mais il le savait par expérience, ce n'était qu'une question de temps avant que l'univers retrouve son équilibre normal et recommence à le harceler. Il s'éloigna à reculons de la piste tandis qu'il traversait à cheval cette forêt enténébrée. Le couvercle ouvert, engageant, laissait voir une grande quantité d'or. Mais lorsque Rhûn avait sauté à terre pour s'en approcher, des jambes lui avaient poussé et il s'était sauvé au petit trou entre les arbres pour s'arrêter à nouveau quelques centaines de mètres plus loin. Maintenant, après plusieurs heures de poursuite facétieuse, Rhûn l'avait perdu dans ces tunnels à l'éclairage infernal. Dans l'ensemble, ni les sculptures désagréables, ni les squelettes disloqués qu'il croisait parfois ne lui faisaient grand peur. En partie parce qu'il alliait une intelligence exceptionnellement banale à une imagination exceptionnellement déficiente. Mais aussi parce que les sculptures bizarres et les tunnels périlleux relevaient de la routine. Il passait le plus clair de son temps dans des situations de ce genre, en quête d'or, de démons, de vierges en détresse, qu'il soulageait respectivement de leurs propriétaires, de leur vie, et d'au moins une des raisons de leur détresse. Observons Rhûn, tandis qu'il bondit comme un chat devant l'ouverture d'un tunnel suspect. Même dans cette lumière violette, sa peau a des reflets cuivrés. Il porte beaucoup d'or sur lui, sous forme d'anneaux aux poignets et aux chevilles. Mais sinon, il est nu en dehors d'un pagne en léopard. Il en a dépossédé son propriétaire dans les forêts humides des terres d'Owanda, après l'avoir tué avec les dents. Dans la main droite, il tient Kring, l'épée noire magique forgée dans la foudre, dotée d'une âme mais allergique à tout fourreau. Rhûn l'a volée 3 jours plus tôt dans le palais inexpugnable de l'archimandrite de Bithynie. Et il le regrette déjà. Elle commence à lui porter sur le système. « Je te dis qu'il a filé dans le dernier tunnel à droite, » souffla Kring d'une voix qui rappelait le raclement d'une lame sur de la pierre. « C'est toi. » Tout ce que j'ai dit, c'est la ferme. Quant à Deux Fleurs, il était perdu, il le savait. Soit il se trouvait dans un bâtiment beaucoup plus grand qu'il n'y paraissait, soit il avait accédé à un vaste niveau souterrain sans avoir descendu de marche, soit, comme il commençait à le soupçonner, les dimensions intérieures de la construction violaient une règle assez fondamentale de l'architecture, en excédant largement les dimensions extérieures. Et pourquoi toutes ces lumières étranges? Des cristaux à 8 faces encastrés à intervalles réguliers dans les murs et le plafond dispensaient une lumière plutôt déplaisante qui soulignait l'obscurité davantage qu'elle ne l'éclairait. Et l'auteur de ces sculptures sur le mur, songea charitablement Deux Fleurs, devait sûrement abuser de la boisson depuis des années. Par ailleurs, c'était un bâtiment véritablement fascinant.
Ces architectes avaient manifesté une obsession pour le chiffre 8. Le sol était une mosaïque ininterrompue de dalles octogonales. Les murs et les plafonds des couloirs étaient inclinés de façon à présenter une ouverture à 8 pans. Et là où la maçonnerie s'était affaissée, De Fleur remarqua que même les moellons avaient 8 côtés. « J'aime pas ça », fit le diablotin imagier depuis sa boîte accrochée au cou du touriste. « Pourquoi donc ?»« C'est bizarre. »« Mais tu es un démon. Les démons ne trouvent rien bizarre. Je veux dire, qu'est-ce qui est bizarre pour un démon ?»« Oh, tu sais bien, » répondit prudemment le démon qui jetait à la ronde des coups d'œil inquiets et se déplaçait d'une griffe sur l'autre. « Des trucs, des machins. » De Fleur posa sur lui un regard sévère. « Quel machin ?» Le démon toussa nerveusement. Les démons ne respirent pas. Cependant, toute créature intelligente, qu'elle respire ou non, tousse nerveusement à certains moments de son existence. Et dans le cas du démon, ce moment était arrivé. « Oh, des trucs, » répondit-il d'un air pitoyable. « Des trucs maléfiques. Des trucs dont on cause pas. Voilà ce que j'essaie de te faire comprendre, maître. » De Fleur secoua la tête avec lassitude. « Je regrette que Rincevent ne soit pas là, » dit-il. « Il saurait quoi faire. »« Lui » ricana le démon. « Je vois mal un mage mettre les pieds ici. Ils peuvent pas avoir de rapport avec le chiffre 8. » Le démon se claqua la main sur la bouche d'un air coupable. De Fleur leva les yeux vers le plafond. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Tu n'as pas entendu ?»« Moi, entendu ? Non, rien du tout, » soutint le démon. Il rentra en vitesse dans sa boîte et claqua la porte. De Fleur donna de petits coups dessus. La porte s'entrebâilla. « On aurait dit une pierre qui bougeait, » expliqua-t-il. La porte se referma violemment. De Fleur haussa les épaules. « La bâtisse tombe sans doute en ruine, » dit-il tout seul. Il se releva. « Dites, » cria-t-il, « y a quelqu'un ?»« Qu'un, répondirent les tunnels ténébreux. « Eh oh » essaya-t-il. « Oh, oh, oh. Je sais qu'il y a quelqu'un. Vous jouez au dé, je viens de vous entendre. Tendre, tendre, tendre. Écoutez, je... » De Fleur n'alla pas plus loin. Un point de lumière vive avait brusquement éclos sous ses yeux. Quelques pas. Il grossit rapidement et, au bout de quelques secondes, prit la forme brillante et minuscule d'un homme. Il se mit alors à faire du bruit, ou, plus exactement, De Fleur commença de percevoir le bruit qu'il faisait depuis le début, comme une écharde de cris coincés dans un long intervalle de temps. L'homme irisé avait à peine la taille d'une poupée, silhouette au supplice qui dégringolait au ralenti, suspendu dans les airs. De Fleur se demanda pourquoi l'expression écharde de cris lui était venue à l'esprit. Il commençait à le regretter. Ça ressemblait de plus en plus à Rincevent. Le mage avait la bouche ouverte et la figure brillamment éclairée par la lumière de... De quoi ? De soleil étrange, se surprit à penser De Fleur. De soleil que les hommes ne voient pas d'ordinaire. Il frissonna. Le mage tournoyant avait désormais la moitié de sa taille humaine. À ce stade, la croissance s'accéléra. Il eut un instant de soudain jailli du néant en hurlant. Il tomba lourdement par terre, s'étrangla, puis exécuta une galipette, la tête entre les bras, roulée en boule. Une fois la poussière retombée, De Fleur avança prudemment la main et tapotèrent charme d'alarme, mais il avait suffi pour qu'un sortilège en bondisse et se loge dans sa mémoire comme un crapaud dans une pierre. « Et après ?» demanda De Fleur. « Ah, ils m'ont sorti de là, et flanqué une raclée, bien entendu. » « Et
Personne ne sait à quoi sert le sortilège. Rincevent fit non de la tête. Il avait disparu de la page, dit-il. Personne ne le saura tant que je ne l'aurai pas prononcé. Ou que je ne serai pas mort, évidemment. Alors il se prononcera plus ou moins tout seul. Pour ce que moi j'en sais, il arrêtera l'univers ou le temps, n'importe quoi. De Fleur lui tapota l'épaule. Ça ne sert à rien de broyer du noir, dit-il joyeusement. On va encore essayer de trouver une sortie. Rincevent secoua la tête. Il avait désormais épuisé toutes ses réserves de terreur. Son esprit avait sans doute franchi le mur de la panique pour émerger dans le calme plat qui se trouve de l'autre côté. En tout cas, il avait cessé de bredouiller. « On est perdu, » déclara-t-il. « On a tourné en rond toute la nuit. Moi, je vous le dis, on est dans une toile d'araignée. On peut aller de n'importe quel côté, on finira au centre. » « C'est gentil à vous d'être venu me chercher, en tout cas, » dit De Fleur. « Comment vous avez réussi ça, exactement ? C'était très impressionnant. »« Oh, ben... » commença maladroitement le mage. « Je me suis seulement dit... Je ne peux pas laisser ce vieux De Fleur là-bas et... » Alors tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est trouver ce bel Chamarotte, lui expliquer la situation, et peut-être qu'il nous laissera partir, dit le touriste. Rincevent se passa un doigt autour de l'oreille. « Il doit y avoir des échos bizarres par ici, » dit-il. « J'ai cru vous entendre prononcer des mots comme « trouver » et « expliquer ». C'est vrai. Rincevent lui lança un regard noir dans la clarté mauve infernale. « Trouver belle Chamarotte, » dit-il. « Oui, pas besoin de se mêler de ses affaires. »« Trouver le mangeur d'âmes et ne pas se mêler de ses affaires. On lui fait un petit salut de la tête, je suppose, et on lui demande le chemin de la sortie. Expliquer la situation à l'agent du oui. » Rincevent ravala juste à temps la fin du mot et termina. « Vous êtes cinglé. Hé, revenez !» Il fonça dans le passage à la poursuite de De Fleur et s'arrêta au bout d'un moment en gémissant. Ici, la lumière violette était intense. Elle colorait toute chose de teintes nouvelles et déplaisantes. Il ne s'agissait pas d'un passage, mais d'une grande salle entourée de murs, dont Rincevent n'osait pas évoquer le nombre, et 8 et 7 couloirs en rayonnaient. Il vit, un peu plus loin, un hôtel bas à 4 fois 2 côtés. Il n'occupait pourtant pas le centre de la salle. Ce qui l'occupait, c'était une immense dalle de pierre à 2 fois plus de côtés qu'un carré. Elle paraissait massive. Dans la lumière étrange, elle avait l'air légèrement inclinée, et un des 2 bords ressortait du carrelage qui l'en... « Parfait. Il va pouvoir nous conduire dehors tout de suite. » De Fleur parfois. Rincevent s'arrêta. Roun le barbare se dressait à l'un indécis. « Oui, » répliqua le mage. Menace et ultimatum. « À moi. » Il appartient qui produisit des jambes, recula et souleva son couvercle d'un air menaçant. Roun tourna vers lui une mine perplexe. « Quoi donc ?» « C'est au sujet des nombres. Écoute, tu sais que si tu ajoutes 7 et 1, ou 3 et 5, ou si tu ôtes 2 de 10, tu obtiens un nombre, peut-être une chance de tous nous en sortir vivants. Ou morts sans plus. »« Qui est-ce » demanda De Fleur. Dans les mains, il tenait une cage, remontée des tréfonds du bagage. Elle avait l'air pleine de lézards roses et boudeurs. « Je suis Roun, » répondit fièrement Roun. Puis il regarda Rincevent. « Quoi ?» fit-il. « Tu ne le dis pas, d'accord ?» insista le mage. Il considéra l'épée dans la main de Roun. Elle était noire, de ce noir qui ressemble moins à une couleur qu'à un cimetière de couleurs. Et une inscription runique extrêmement ouvragée courait sur la lame. Plus évidente encore, la faible lueur octarine qui l'enveloppait. L'épée devait elle aussi avoir remarqué Rincevent,
parce qu'elle se mit soudain à parler d'une voix qui rappelait le raclement d'une griffe sur du verre. « Curieux, fit-elle. Pourquoi ne doit-il pas dire 8 ? 8, fuite, cuite, répétèrent les échos. On entendit de tout petits grincements loin sous terre. Et les échos, même s'ils s'atténuaient, refusaient de mourir. Ils rebondissaient de mur en mur, se croisaient, se recroisaient, et la lumière violette clignotait en rythme avec eux. « Bravo !» s'écria Rincevent. « Je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas dire 8. » Il s'arrêta, épouvanté par ces paroles. Mais le mot était maintenant lâché, et il rejoignit ses collègues dans le murmure général. Rincevent pivota pour prendre ses jambes à son cou, mais l'atmosphère parut soudain plus épaisse que de la mélasse. Une charge de magie plus forte que tout ce qu'il avait connu s'amassait. Lorsqu'il se déplaça, dans un ralenti douloureux, ses membres laissèrent des traînées d'étincelles dorées qui dessinaient leurs contours. Derrière lui retentit un grondement. L'immense dalle octogonale s'éleva en l'air, resta un instant suspendue sur un côté et s'effondra par terre. Quelque chose de mince et de noir serpenta hors du puits et s'enroula autour de la cheville du mage. Il hurla en s'affalant lourdement sur le dallage frémissant. Le tentacule entreprit de le ramener. De Fleur apparut soudain dans son champ de vision et lui tendit les mains. Il agrippa désespérément les bras du petit homme, et ils restèrent allongés là, les yeux dans les yeux. Mais Rincevent continuait quand même de glisser. « Vous vous tenez à quoi ?» demanda-t-il haletant. « À rien ?» répondit De Fleur. « Qu'est-ce qui se passe ?»« On me tire dans ce gouffre, qu'est-ce que vous croyez ?»« Oh, Rincevent, je suis navré. »« Ben, et moi alors ?» Il entendit un bruit de scie musicale, et la pression sur ses jambes disparut d'un coup. Il tourna la tête, et vit Rune accroupi près du trou, taillant de sa lame rendue floue par la vitesse les tentacules qui se lançaient sur lui. De Fleur aida le mage à se relever, et ils se tassèrent près de la pierre d'autel pour observer la silhouette frénétique aux prises avec les membres fureteurs. « Ça ne marchera pas, » dit Rincevent. « L'agent peut matérialiser des tentacules. Qu'est-ce que vous faites ?» De Fleur attachait fébrilement la cage des lézards amorphes à la boîte à images qu'il avait montée sur un trépied. « Faut que je prenne une image de ça, » marmonna-t-il. « C'est fantastique. Tu m'entends, lutin ?» Le lutin imagier ouvrit sa petite écoutille, jeta un coup d'œil rapide à la scène au bord du puits et disparut dans la boîte. Rincevent bondit en sentant quelque chose lui toucher la jambe, et il écrasa du talon un tentacule explorateur. « Allez, dit-il, c'est le moment de foncer. Un seul objectif, la sortie. » Il empoigna le bras de De Fleur, mais le touriste résista. « S'enfuir et laisser Rune avec cette chose ?» dit-il. Rincevent resta de marbre. « Ben quoi ?» lâcha-t-il. « C'est son boulot. »« Mais ça va le tuer. »« Ça pourrait être pire. »« Comment ça ?»« Ça pourrait être nous. » et observer le mage avec logique. « Venez. » De Fleur tendit le doigt. « Hé !» s'exclama-t-il. « La chose a pris mon bagage. » Avant que Rincevent ait pu le retenir, le touriste courut de l'autre côté du trou vers le coffre qui se faisait tirer et claquait vainement du couvercle vers le tentacule qui l'enserrait. Il se mit à lancer de furieux coups de pied à l'appendice. Un autre tentacule s'échappa de la mêlée qui cernait Rune et s'enroula autour de la taille de De Fleur. Rune lui-même n'était plus qu'une masse indistincte au milieu des anneaux qui se refermaient. Sous les yeux horrifiés de Rincevent, l'épée du héros lui fut arrachée de la main et jetée contre un mur. « Votre sortilège !» cria De Fleur. Rincevent ne bougea pas. Il regardait la chose qui sortait du puits. C'était un œil monstrueux, braqué directement sur lui. Le mage gémit lorsqu'un tentacule lui étreignit la taille à lui aussi.
Les paroles du sortilège montèrent dans sa gorge sans avoir été invoquées. Il ouvrit la bouche comme dans un rêve, arrondit les lèvres autour de la première syllabe cauchemardesque. Un autre tentacule fusa comme une mèche de fouet, s'enroula autour de sa gorge et l'étrangla. Titubant et suffocant, Rincevent fut entraîné vers le puits. Un de ses bras qui battait l'air frappa au passage la boîte à images de 2 fleurs sur son trépied. Il s'en saisit instinctivement, comme ses ancêtres se seraient peut-être saisis d'une pierre en rencontrant un tigre en maraude. Si seulement il avait assez d'espace pour la balancer contre l'œil. L'œil qui emplissait tout l'univers en face de lui. Rincevent sentit sa volonté lui échapper comme de l'eau à travers une passoire. Devant lui, les lézards engourdis s'agitent qu'on va décapiter remarquent la moindre entaille et la moindre tache sur le billot du bourreau. Boîte pour se protéger et entendit au même instant le diablotin imagier qui disait « Sont quasiment mûrs maintenant. Je peux pas les retenir plus longtemps. » Tout retomba sur ses pieds. Il récupéra son épée et se mit en devoir. Rincevent chercha 2 fleurs des yeux. Le petit homme gisait en un tas recroquevillé contre le mur, mais au moins, il gémissait encore. Quoi, ce putain de truc? Pourquoi elles étaient si brillantes? Marmonna 2 fleurs, par terre un peu plus loin. Les lézards enfermés, nettement plus minces après 2 fleurs. L'image va être surexposée sûrement. Ce sont des salamandres? Demanda Rincevent incrédule. Évidemment. 2 petits spécimens, qui flottaient dans un bocal de saumure au musée de curiobiologie dans les caves de l'université de l'invisible, depuis que leur espèce s'était éteinte autour de la mer circulaire. Il s'efforça de se rappeler le peu qu'il savait sur ces créatures. Elles étaient magiques, et elles n'avaient pas de gueule, vu qu'elles vivaient exclusivement des qualités nutritives de la longueur d'onde octarine des rayons solaires sur le disque-monde, qu'elles absorbaient par la peau. Bien sûr, elles absorbaient du même coup le reste de la lumière solaire et la stockaient dans une poche appropriée jusqu'à ce qu'elle l'élimine par les voies naturelles. Un désert peuplé de salamandres du disque-monde devenait un vrai phare la nuit. Rincevent les reposa et hocha gravement la tête. Exposées à toute la lumière octarine du temple magique, les bestioles s'étaient gavées, puis la nature avait réclamé son dû. La boîte à images s'éloigna furtivement sur son trépied. Rincevent lui décocha un coup de chaussure et la manqua. Il commençait à ne plus supporter le poirier savant. Quelque chose de petit lui piqua la joue. Il le chassa d'une main irritée. Il regarda autour de lui en entendant soudain un raclement. Et une voix comme un couteau à découper taillant dans la soie susurra « C'est très humiliant. La ferme, fit Rune. » Il se servait de Kring pour forcer le couvercle de l'autel. Il leva les yeux vers Rincevent et sourit. Du moins, le mage espéra que ce rictus grimaçant était un sourire. Puissante magie, commenta le barbare en appuyant lourdement du jambon qui lui tenait lieu de main sur la lame indignée. Maintenant, on partage le trésor, hein? Rincevent grogna lorsqu'un petit objet dur lui frappa l'oreille. Il eut un souffle de vent, à peine perceptible. « Comment tu sais qu'il y a un trésor là-dedans » demanda-t-il. Rune fit levier et réussit à introduire ses doigts sous la pierre. « On trouve des noix de bobo sous un bobotier, dit-il. On trouve des trésors sous les autels. Logique. » Il serra les dents. La pierre bascula et s'écrasa pesamment par terre. Cette fois-ci, quelque chose frappa violemment Rincevent à la main. Il griffa l'air et regarda ce qu'il venait d'attraper. C'était un petit caillou à 5 plus 3 faces. Il leva la tête vers le plafond. Était-ce normal qu'il s'affaisse comme ça? Rune fredonnait tandis qu'il commençait à retirer du cuir en décomposition de l'autel profané. L'air crépita, s'irisa, bourdonna,
des vents impalpables saisirent la robe du mage, la firent claquer dans des tourbillons d'étincelles bleues et vertes. Autour de sa tête, des esprits hystériques à demi formés, aspirés par les rafales, hurlèrent et bredouillèrent. Il voulut lever une main. Elle fut aussitôt auréolée d'un halo brillant d'octarine tandis que le vent magique rugissait à ses oreilles. La bourrasque traversa la salle en trombe sans soulever un seul grain de poussière. Pourtant elle retournait les paupières de Rincevent. Elle hurlait dans les tunnels et ses plaintes fantomatiques ricochaient follement de pierre en pierre. De Fleur se releva en titubant, plié en deux face à la tempête astrale. « C'est quoi ça, bon sang ?» cria-t-il. Rincevent se tourna à moitié. Le vent vociférant s'empara aussitôt de lui et faillit le renverser. Des remous de poltergeist qui tourbillonnaient dans les rafales s'accrochèrent à ses pieds. Le bras de Rhône jaillit et l'attrapa. Un instant plus tard, De Fleur et lui avaient été traînés à l'abri de l'hôtel saccagé et haletés, allongés par terre. Auprès d'eux, Kring, l'épée douée de la parole, étincelait, son chant magique amplifié 1000 fois par la tempête. « Ramponnez-vous » brailla Rincevent. « Le vent » cria De Fleur. « Il vient d'où ? Il va où ?» Il considéra le masque de terreur pure sur la figure de Rincevent et raffermit sa prise sur les pierres. « On est fichu » murmura le mage, tandis qu'au-dessus de leur tête, le toit craquait et bougeait. « Elles viennent d'où, les ombres ? C'est par là que le vent souffle. » Ce qui se passait en réalité, le mage le savait bien. L'esprit fulminant de Belle Chamarotte, arraché aux pierres mêmes du temple, sombrait au plus profond des planctoniens, dans une région infernale située selon les prêtres les plus sérieux du disque monde, à la fois sous terre et dans l'ailleurs. En conséquence, l'édifice était à présent livré aux ravages du temps qui, l'oreille basse, n'avait pas osé rôder dans les parages des millénaires durant. Aujourd'hui, le poids accumulé, soudain libéré de toutes ces secondes réprimées, pesait lourdement sur les pierres descellées. Rhône jeta un coup d'œil en l'air aux fissures qui s'élargissaient et soupira. Puis, il se fourra 2 doigts dans la bouche et siffla. Curieusement, ce son réel retentit avec force par-dessus le pseudo-tumulte du tourbillon astral qui se formait et s'élargissait depuis le centre de la grande dalle octogonale. Un écho sépulcral lui répondit qui rappelait bizarrement, dit le mage, le rebond d'os insolite. Suivit un autre bruit qui n'avait rien d'insolite, lui. Un martèlement caverneux de sabots. Le destrier de Rhône apparut au petit galop sous une arche gémissante et se cabra devant son maître. La crinière faussait sa coche de butin dans un sac accroché à la selle puis se hissa sur le dos de l'animal. Il se pencha, agrippa De Fleur par la peau du cou et le tira en travers de l'arçon. Tandis que le cheval voltait, beau assuré, sautant de soudaines chutes de gravats ou esquivant adroitement des moellons résolument cramponnés, regarda en arrière. De tente le talonnait à toute allure un gros coffre à l'air menaçant, et une boîte. Le soleil se levait. Derrière eux monta une colonne de poussière lorsque le temple s'est de bois parmi ces rejetons qui se démenaient pour grandir. Le temple n'était plus qu'un tas à moitié enseveli de pierres moussues. Mais clinante et une entropie croissante, dévala la colline dans un grondement et rate forêt enchantée. Impressionnant, hein ? Réduite la brume des feuilles mortes et des troncs en décomposition. La voix indifférente du Rhône buveur et bambocheur qui passait de temps en temps à Ankh-Morpork. J'ai survécu à Belle Chamarotte, se souvint le mage. Incroyable. Il s'agissait surtout d'objets en argent incrustés de vilaines pierres mauves. Dans le tas figuraient en grand nombre des représentations d'araignées, de pieuvres. Et après, j'ai appartenu au pacha de Rédura.
et j'ai joué un rôle capital dans la bataille du Grand Neuf. C'est là que j'ai reçu la petite entaille que vous avez peut-être remarquée vers le haut de ma lame, environ aux 2/3 de sa longueur, disait Kring depuis son domicile provisoire dans une touffe d'herbe. Un infidèle portait un collier d'octofer, ce qui est tout à fait déloyal. Et bien sûr, j'étais beaucoup plus affilée en ce temps-là. Mon maître me faisait couper des mouchoirs de soie jetés en l'air et... Je ne vous ennuie pas? Ah, non, non, pas du tout. C'est tout à fait passionnant. Et Rincevent, les yeux toujours fixés sur Rhône. Jusqu'à quel point fallait-il lui faire confiance? Ils étaient là, en pleine brousse, des trolls rôdaient dans le coin. J'ai bien vu que vous étiez quelqu'un de cultivé, poursuivait Kring. J'ai si rarement l'occasion de rencontrer des gens intéressants. De façon durable, en tout cas. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est un joli manteau de cheminée pour qu'on m'accroche au-dessus, dans une belle maison, au calme. J'ai passé 200 ans au fond d'un lac une fois. Vous avez dû bien vous amuser. Et Rincevent la tête ailleurs. Pas franchement. Non, j'imagine que non. Ce que j'aimerais être, mais alors vraiment, c'est un soc de charrue. Je ne sais pas en quoi ça consiste, mais ça me paraît une existence qui laisse une trace. De Fleur s'approcha en hâte du mage. Il m'est venu une idée du tonnerre, marmonna-t-il. Ouais, fit Rincevent d'un ton las. Pourquoi on ne demanderait pas à Rhône de nous accompagner à Cuirme? De Fleur eut l'air abasourdi. Comment vous avez deviné? Je me suis dit que vous alliez sûrement y penser, répondit Rincevent. Rhône cessa de bourrer d'argenterie ses fontes de sel et leur adressa un sourire encourageant. Puis ses yeux revinrent distraitement au bagage. Si on l'avait avec nous, qui oserait nous attaquer? Demanda De Fleur. Rincevent se gratta le menton. Rhône, suggéra-t-il. Mais on lui a sauvé la vie dans le temple. Eh bien, si par attaquer, vous voulez dire tuer, je ne crois pas qu'il le ferait. C'est pas son genre. Il se contenterait de nous dévaliser, de nous ligoter et de nous abandonner au loup, j'imagine. Ah, allons donc. Écoutez, on est dans la vie réelle, fit sèchement Rincevent. Je veux dire, vous êtes là, vous vous trimballez avec un coffre plein d'or. Alors vous ne croyez pas que n'importe qui sain d'esprit ne sauterait pas sur l'occasion de vous le faucher? Moi, je n'hésiterais pas, ajouta-t-il intérieurement, si je n'avais pas vu le sort que le bagage réserve aux doigts indiscrets. Puis, la solution le frappa de plein fouet. Son regard passa de Rhône à la boîte à images. Le démon faisait sa lessive dans une toute petite bassine, pendant que les salamandres somnolaient dans leur cage. « J'ai une idée, » fit-il. « Écoutez, qu'est-ce qui intéresse vraiment les héros? » « L'or » proposa De Fleur. « Non, je veux dire, vraiment. » De Fleur fronça les sourcils. « Je ne comprends pas bien, » fit-il. Rincevent ramassa la boîte à images. « Rhône, » appela-t-il. « Viens donc par là, tu veux ?» Les jours s'écoulèrent paisiblement. Une petite bande de trolls des ponts tenta bien en une occasion de leur tendre une embuscade, et une troupe de brigands faillit les surprendre une nuit, mais voulut imprudemment fouiller le bagage avant de trucider les dormeurs. Rhône exigea et obtint double salaire les 2 fois. « S'il nous arrive quoi que ce soit, » disait Rincevent, « il n'y aura plus personne pour faire fonctionner la boîte magique. Plus d'image de Rhône, tu comprends? » Rhône hocha la tête, les yeux fixés sur la dernière image. Elle le montrait dans une pose héroïque, le pied sur un tas de trolloxy. « Toi, moi et le petit ami les 2 fleurs, on s'entend tous ok, dit-il. Et demain, on prendra peut-être un meilleur profil, ok? Il enveloppa soigneusement l'image dans de la peau de troll et l'arrangea dans ses fontes avec les autres. C'est à bien vous débrouiller avec la boîte à images, vous savez? Ouais. Alors,
C'est quoi? demanda Rincevent. Oh, celle que vous avez prise de vagues tentacules, immenses, creusés de sillons en volute, calleux. Ça m'arrive tout le temps, dit-il d'une voix lasse. N'eut le destin en poussant le tas d'âmes sur le plateau de jeu. L'assemblée de dieux se... La dame sourit à 2 yeux comme des trous dans l'univers. Puis, il n'y eut plus que les débris des forêts et un nuage, une silhouette noire déguenillée. Elle avait l'air de quelqu'un dont on abuse injustement de la gentillesse, qu'on redoute et qu'on craint, mais qui reste le seul ami du pauvre et le meilleur médecin des blessures mortelles. Bien que dépourvu d'yeux, évidemment, la mort regarda Rincevent disparaître, avec ce qui aurait été un froncement de sourcils si son visage avait bénéficié de la moindre mobilité.